Pourriez-vous présenter votre service, les méthodes qui y sont employées et les résultats que vous y avez obtenus ces dernières années? Écoutez, Garches, c'est la suite quand même des autres. Donc, Garches a été théoriquement le couronnement d'un travail et d'une reconnaissance par les autorités ministérielles en particulier. Et donc, on nous a créé un joli petit service en 2004 les travaux ont duré 2 ans et beaucoup de millions d'euros dépensés d'ailleurs. L'argent public qui maintenant devrait tomber à la poubelle, j'imagine, et si ça ferme. Donc c'est quand même des questions à se poser, mais en fait c'est sur un travail d'une 30aine d'années d'une équipe médico-chirurgicale et puis avec quand même un réseau très, très développé de collaborateurs, de collègues en radiologie, en imagerie médicale, etc. Et en chirurgie d'autres types que la chirurgie orthopédique, des chirurgiens thoraciques, des chirurgiens abdominaux, etc. Donc c'est quand même tout un réseau de gens qui travaillent depuis 30 ans avec des techniques pointues, mais qui tiennent compte des progrès acquis de la science, c'est-à-dire quand il y a des schémas de traitement qui marchent, on appelait ça des protocoles à l'époque, des protocoles de traitement qui marchent, on considère qu'il faut les utiliser avant d'essayer d'entrer les gens dans les essais thérapeutiques. Alors que le cancer est de loin la première cause de mortalité en France, comment est-il possible qu'un établissement tel que le vôtre, avec des résultats aussi positifs, puisse être menacé de fermeture ? Le fait qu'on veut fermer n'est pas en rapport avec l'offre de soins totale, puisqu'il y a quand même pas mal de services qui ont un peu de mal à remplir et de services vides. Donc, si vous voulez, des lits, si le ministère joue sur des lits d'oncologie pédiatrique, il y en a assez en France et il y en a assez en Ile-de-France, il peut avoir raison. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces lits ? Et si effectivement, des lits où il y a une offre de soins indépendante, créatrice, individualisée, où on donne aux patients et aux parents, en l'occurrence, le choix des traitements qu'on va leur faire, c'est-à-dire en disant, voilà, il y a des traitements pour la maladie dont souffre votre enfant, il y a des traitements publiés qui donnent tel ou tel résultat. Alors, selon, évidemment, les maladies, ça va pas être pareil. Il y a des maladies où on va guérir des gosses à 20%, puis d'autres à 90%. Mais en tout cas, pour les maladies où on sait guérir depuis 30 ans à 90%, il faut, le consommateur éclairé doit comprendre cette notion absolue qu'il y a des traitements qui sont publiés, qui marchent depuis 30 ans. Donc effectivement, si on les met dans ces schémas de traitement-là, on ne va pas demander d'avis au comité de protection des personnes comme si c'était un essai. Et puis à côté de ça, il y a les essais thérapeutiques dans lesquels le groupe qui a la main sur l'oncologie pédiatrique en France en ce moment, qui est le groupe la Société française des cancers de l'enfant, qui est une société dite savante. Vous savez, les médecins, les chefs de service, ils se réunissent ensemble, ils créent une société, puis après on dit une société savante, puis alors comme on dit qu'elle c'était savante, c'est elle qui impose au ministère ses choix thérapeutiques. Donc cette société a à peu près le monopole dans notre existence sur l'oncologie pédiatrique en France. Ceux qui ne pensent pas comme elle, ils se taisent parce que sinon ils subissent les mêmes avatars que les nôtres. Donc il y a quand même des gens qui ne pensent pas comme ça, mais c'est pas évident de résister seul dans son coin si vous êtes oncopédiatre d'un service où on a décidé qu'il fallait inclure le maximum d'enfants dans les essais thérapeutiques. Donc l'offre de soins en nombre de lits, elle est suffisante. L'offre de soins en qualité, au sens différence de qualité, comme on peut avoir un pull en laine ou un pull en coton, elle est pas forte. Il n'y a effectivement que nous qui représentons une certaine spécialisation de l'individualisation des traitements des cancers depuis une 40aine d'années. Et là, on n'a que 10 lits. Et là, c'est vraiment trop peu, évidemment. Et en plus, on veut nous faire disparaître parce qu'en ce moment, on veut imposer un monopole du traitement des cancers en France, de l'enfant, et maintenant de plus en plus de l'adulte aussi, pour rentrer un maximum de gens dans les essais thérapeutiques. C'est clairement dit, et par la Société française des cancers de l'enfant devant les sénateurs en 2000, par Madame le professeur Sommelet, qui était la présidente à l'époque de la Société française des cancers de l'enfant. C'est clairement dit par l'INCa. Les gens n'ont qu'à aller voir le site de l'Institut national du cancer et de voir qu'un des objectifs majeurs de l'Institut national du cancer, qui ont été d'ailleurs confirmés par le plan cancer 2014 présenté par le président Hollande, un des objectifs majeurs est de rentrer un maximum de gens dans les essais thérapeutiques. Donc on passe du soin à la recherche, on passe du traitement individuel au traitement collectif. Et la base de la bagarre, elle est celle-là. Est-ce qu'on a le droit de rentrer les gens d'emblée dans les essais thérapeutiques en première main quand ils arrivent, ou est-ce que ces gens-là n'ont pas le droit de profiter des progrès acquis de la science car on sait bien que les essais thérapeutiques, de toute façon, ne vont pas créer de nouvelles idées. Les essais thérapeutiques sur des populations assez larges sont surtout là pour vérifier que des idées
mises au point par d'autres gens ailleurs dont nous pouvions être à l'époque où on avait encore le droit de faire des choses, vérifier que ces idées sont bonnes. Donc des essais thérapeutiques ne naissent jamais de nouvelles idées. Dans le meilleur des cas, elles vérifient des idées que d'autres ont déjà mis plus ou moins en œuvre dans d'autres pays ou même dans notre pays. Et ça, c'est très important parce qu'on nous dit toujours il faut des essais thérapeutiques pour progresser. C'est pas vrai. Les progrès ne viennent pas des essais, ils sont là pour vérifier les idées des autres. J'ajouterais quelque chose tout de même. Si on veut supprimer le service dans les hautes sphères, c'est parce qu'il faut casser le thermomètre. Il est très mauvais d'avoir un thermomètre différent du thermomètre officiel. Si on nous dit que tout va bien, il faut que tout le monde dise tout va bien. Et de même manière, si on dit on ne peut pas guérir les ostéosarcomes à plus de 60%, ce qui sont les chiffres actuellement admis dans tous les essais thérapeutiques, on plafonne depuis 20 ans aux alentours de 60, certains vont jusqu'à 70, ils ne vont pas au-dessus. Je rappelle que 20 ans avant, Rosen guérissait déjà plus de 80% des malades, et que nous guérissons 90%. Donc nous sommes devenus intolérables parce que nous avons des chiffres supérieurs à ceux des autres. Bien entendu, une des arguments principaux, c'est ils n'ont jamais écrit, il suffit d'aller sur le site et il y a 500 références, ils font de la médecine bizarre. En fait, nous appliquons des recettes, entre guillemets, ce qu'on appelle des protocoles en médecine, qui ont été mis au point il y a 30 ans. Et qui, déjà, il y a 30 ans, donnaient de 82% émanent de notre ami Rosen. On les a un petit peu raffinés, on a gagné 10% par l'introduction de nouvelles drogues, par la pharmacocédique, par des détails. Mais le gros travail a été fait il y a 30 ans, et ce travail a été progressivement perdu. Et alors, quand on veut nous dire que les essais apportent des progrès, il suffit de regarder l'ostéosarcome. Depuis 20 ans, les progrès des essais, les chiffres de malades guéris par l'essai diminuent, ils n'augmentent pas, ils diminuent, à tel point qu'ils ne publient plus leurs essais. Nous avons par exemple un essai austro-allemand qui s'appelle le COS 96, qui n'a jamais été publié alors qu'il était commencé à 96. Alors on sait qu'il a donné de mauvais résultats parce que dans l'essai qui a suivi, les Allemands ayant constaté leur échec, ne l'ayant pas publié, ont décidé d'aller plus loin, puisqu'ils n'ont pas marché, il faut faire plus gros. Donc ils ont fait un essai qui associe les Européens et les Américains, qui s'appelle le RAMOS. Le RAMOS a été ouvert en 2001, commencé à inclure ces malades, et nous sommes maintenant en 2014, aucun résultat n'est publié, alors qu'on sait que plus de 2000 malades ont été inclus dans cet essai. C'est eux qui le disent, parce qu'on sait exactement combien de malades sont inclus, mais ils refusent toujours de donner résultat. Toujours sur les inclusions. Ouais. Alors, ils sont contents, ils ont inclus un tel. Un rapport de la Cour des comptes sur la médecine disait que si l'objectif d'un essai est de créer des connaissances pour la science, il est essentiel de publier. Tout le monde est d'accord. Donc on ne peut pas comprendre autrement que par des intérêts qui ne sont pas scientifiques le fait de refuser de publier ces résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Il est aussi important de publier les mauvais résultats, peut-être même plus important de publier les mauvais résultats que les bons résultats. Nous-mêmes, nous avons participé à des essais européens. J'étais un des membres fondateurs de l'intergroupe européen pour l'ostéosarcome dans les années 1982. Et lorsque nous avons inclus des malades entre 82 et 84, nous avons été un peu catastrophés des résultats que nous avons en appartenance de ce groupe. Et lorsqu'on a essayé d'arrêter l'essai, qui donnait 40% de survie, donc je suis allé, on avait des réunions tous les 3 mois dans l'intergroupe européen, tantôt à Bruxelles, tantôt à Londres, tantôt à Paris. Et lorsque je dis je suis inquiet, mes malades vont mal, on m'a dit non, on m'a fait comprendre que je devais mal les traiter. Et alors j'ai dit mais que donnent les autres centres, puisqu'il y avait déjà une centaine de malades incorporés. Il n'est pas question qu'on évalue sur les autres centres les résultats, parce qu'on serait susceptible d'être obligé de fermer l'essai. Donc les promoteurs d'essais privilégient l'essai sur les malades. Et cela est tout à fait contraire à la Convention d'Helsinki et aux droits fondamentaux des personnes. Et donc, le fait de vouloir fermer le service, c'est pour casser le thermomètre. Il ne faut pas qu'on puisse dire qu'on peut faire mieux que les essais. Il faut faire croire à la population que les essais sont le guérison future. Il faut rajouter quand même que l'essai dont on est sorti en 84... Nous l'avons publié. Bien sûr, on l'a publié, ça a donné 40% de guérison. Dans le bulletin des cancers 86, donc bien sûr, on l'avait publié, avec beaucoup de mal d'ailleurs, parce que les collègues ne voulaient pas qu'on le publie. Mais c'est surtout que, comme ils ont continué, il y a eu 400 malades inclus, et à 10 ans, ils étaient effectivement à 40%.
C'est-à-dire ils ont continué à inclure des malades dans ce protocole dont on a ce schéma de traitement, essai thérapeutique en l'occurrence, dont on avait dit qu'il était mauvais. Et effectivement, ils ont confirmé ce qu'on avait vu, nous, sur une vingtaine de patients, ils l'ont confirmé sur 400. Il n'y avait pas de raison que ça soit différent. On faisait très attention à la façon dont on appliquait les recettes préposées. Donc, il a développé toutes ces inventions. À l'extérieur, en ville, on pouvait encore. J'imagine que les jeunes chirurgiens peuvent de moins en moins, puisqu'il faut des tas d'autorisations, etc. Donc, je pense que ce qui était déjà clair à l'hôpital public il y a une trentaine d'années est devenu malheureusement la même chose en France. C'est-à-dire que l'innovation vraie en France, on en parle toute la journée, mais la possibilité d'inventer et de créer est manifestement bloquée et limitée à quelques petits organismes très bureaucrates qui empêchent les gens en réalité de créer vraiment, parce qu'il faut créer dans un domaine particulier qui est bien vu. Par exemple, en ce moment, c'est le tout génétique, mais voilà. Alors tous les gens qui ont des idées ailleurs, ils n'ont pas d'argent dans les laboratoires pour faire autre chose. C'est qu'effectivement, déjà en France, il y a 30 ans, puisque c'est en 1986, on n'avait pas le droit d'inventer si on était français. J'ai vécu ça au moment où j'ai dit que ce n'était pas nécessaire d'amputer les enfants pour les traiter de leur cancer des os. Et lorsque j'ai été convoqué devant le Conseil de l'Ordre, puisqu'il y a une plainte d'un professeur de Lyonnais qui estimait que, bien entendu, l'amputation était le meilleur traitement, j'ai présenté mes travaux qui simplement faisaient la somme de ce qui était en pointe au monde à cette époque. Et là, ce que m'ont rétorqué les gens qui investissaient à l'affaire, enfin qui s'intéressaient, qui devaient plus tard préparer le travail pour les juges, c'était qui d'autre l'a dit. Ils ne mettaient pas en jeu ma bonne foi. Vous êtes de bonne foi, c'est évident. L'air de dire vous êtes un doux charlatan, vous y croyez. Vous êtes de bonne foi, mais vous êtes un charlatan. Et j'ai été sauvé uniquement parce qu'aux États-Unis est sorti un audit qui avait d'ailleurs eu lieu 2 ans avant sous l'égide du ministère de la Santé américaine et qui disait exactement ce que j'avais dit. Alors de charlatan, je suis passé à précurseur. Mais ça a prouvé une chose, ce qu'on m'a demandé, c'est qui d'autre l'a dit avant vous. Ce qui veut bien prouver qu'on n'avait pas le droit en France d'inventer quelque chose. Quelles conséquences entraîne le refus des protocoles officiels? Quel type de pression subissez-vous, vous et vos courageux confrères? Il faut d'abord dire que ce qu'ils appellent protocole, c'est quand même un trucage politique. Ouais. Parce que tout le monde fait des protocoles. Vous avez bien un protocole pour faire, je sais pas, une recette de cuisine que vous préférez, etc. Protocole, c'est un schéma. Petit A, petit B, petit C, vous mettez l'huile et puis après vous mettez le persil, etc. C'est un fil conducteur. Donc on a toujours appelé protocole dans les hôpitaux, les traitements, sauf quand les gens ils disaient tiens, ce malade arrive, on va mettre ça. Mais non, c'est pas comme ça. Il y a toujours un protocole de traitement pour une patient dans un service par rapport à telle maladie. Après, on s'écarte plus ou moins justement du schéma de traitement pour l'adapter à l'individu qu'on a traité. Et alors, pour essayer de camoufler cette idée d'essai thérapeutique systématique, comme quoi ils ont quand même à peu près notion que c'est peut-être pas forcément bien et qu'en tout cas les patients vont pas aimer ça d'être le cobaye, eh bien maintenant ils disent plus, vous pouvez interroger tous les gens, ah oui j'ai eu un protocole standard, oui mais enfin quand vous regardez le consentement qu'on leur fait quand même signer, parce que quand même depuis la loi 2002 Kouchner et puis la loi Uriet, etc., ils font signer des papiers, pas toujours clairs, mais enfin ils les font signer, et souvent il est marqué protocole d'essai thérapeutique. Mais de toute façon, s'ils font signer, ah oui, non, mais c'est un vrai drame, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui se font avoir et qui ne s'en aperçoivent qu'après. On est vraiment dans le langage d'inversion, en fait. Ah oui, ben, carrément. Totalement. Je crois qu'en politique, c'est une habitude. Hein, mais... Voilà, d'ailleurs, c'est ça, on ne lutte pas contre le chômage, on fait pas des plans de licenciement, mais on fait des plans sociaux, c'est ça. Oui, les pressions sont très directes. Alors, pour la chirurgie, l'INCa, l'Institut National du Cancer, a décidé qu'on avait le droit de traiter les cancers que si on en opérait un certain nombre par an. Et alors, c'est pas le chirurgien qui doit opérer le nombre de cancers par an, c'est l'institution, autrement dit la clinique. Alors, c'est-à-dire, parce que l'argument... L'hôpital, public, c'est pareil. Hein. L'organisme. Or, on pourrait peut-être imaginer que pour un chirurgien donné, plus il opère d'une maladie précise, il est performant. Alors, les études sur le sujet, les études scientifiques sérieuses faites aux États-Unis là-dessus, sont très discordantes. C'est vrai dans ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. Je crois qu'il y a une nouvelle technique, celui qui en fait plus les fait mieux que les autres. Quand la technique est rentrée dans les mœurs, quand on l'a apprise, le nombre ne joue plus beaucoup. C'est ce que les Français savent, quand on sait faire du vélo, on sait toute la vie. Et bien pour la chirurgie, c'est pareil. Quand vous possédez une technique, vous n'avez pas besoin d'en faire forcément beaucoup. Par contre, au début, pour apprendre, il faut en avoir fait beaucoup.
Cela est vrai. Donc déjà l'argument pour un chirurgien est discutable, et d'ailleurs discuté. Et par contre, le fait de faire un nombre par institut est totalement stupide. Parce que dans un même institut, si vous avez 20 chirurgiens qui chacun font une maladie, ils auront le droit de l'opérer. Si à côté, vous avez dans une clinique un seul chirurgien qui en fait 18, lui, il n'aura pas le droit d'opérer parce qu'il y en aura moins de 20. C'est donc parfaitement scandaleux. Et ceci a été fait par les gens des centres anticancéreux pour leur intérêt, pour bloquer. Alors, ça a des conséquences très directes pour les malades. Il ne faut pas croire, ce n'est pas une bagarre seulement de chiffres et d'instituts. Un moyen très très simple, c'était les cancers de la prostate. Les cancers de la prostate, il fallait en faire 20 par lieu pour avoir le droit de continuer à en faire. Croyez-vous, qu'est-ce qu'il arrive? On a créé des réunions multidisciplinaires et on se réunit. Et là, si vous êtes en octobre, que le directeur de la clinique voit qu'on est 3 chirurgiens urologues seulement, et donc ils sont arrivés à 18 cancers de la prostate opérés dans l'année, que croyez-vous qu'il va arriver au pauvre malade qui a un cancer de la prostate tout petit, qu'il faudrait certainement pas opérer, qui serait vraiment un candidat parfait pour la radiothérapie? Que croyez-vous qu'il va lui arriver? Il faut sauver l'autorisation de la clinique pour continuer à faire les cancers. Donc il sera opéré, même si ce n'était pas son intérêt personnel. Donc ces histoires de quorum sont totalement scandaleuses. Mais comme l'État se défausse de ses missions, donne le droit régalien de décider d'une réelle loi, puisque c'est l'obligation de le faire, à des instituts privés, tels que l'INCa, des agences telles que l'INCa, telles que la Haute Autorité de Santé, qui décident, telles que l'Agence Régionale de Santé, qui décide que tel établissement doit fermer, tel établissement doit rester ouvert, tel établissement a le droit d'opérer les enfants, et il n'a plus le droit dès le lendemain. Bon, c'est vraiment le pouvoir total sur les établissements. Alors, donc, nous subissons des pressions très simples, ils sont directs, vous n'en opérez pas assez, vous êtes supprimé. Alors, pour les sarcomes qui sont mon domaine, ils n'ont pas fait des chiffres, parce que tous les centres des copains de ce que j'appellerais le groupe de pression de l'oncologie pédiatrique, ils seraient en dessous des chiffres. Donc, on n'allait surtout pas donner les chiffres. Donc, on n'a pas fait des chiffres, mais on a dit qu'il faut qu'ils soient discutés dans des centres régionaux. Et les centres régionaux, bien entendu, notre équipe, qui est celle qui a peut-être le plus traité de sarcome des os de manière conservatrice depuis 30 ans, en tout cas sur les chiffres publiés, nous sommes en tête, n'est bien entendu pas considéré comme un centre régional. Il n'est pas question que nos opinions puissent avoir un quelconque intérêt et que nos réunions puissent avoir un quelconque intérêt. Donc, nous sommes en dehors de la loi puisque nous ne passons pas nos sarcomes dans les centres régionaux où là, moi, je vois les malades. On n'est pas invité d'ailleurs. On n'est pas invité. On a demandé plusieurs fois de faire partie des réseaux. On n'a jamais. On veut surtout pas que nous participions à ces réunions parce que nous serions effectivement. L'année dernière, j'ai vu un peu moins d'une dizaine de malades qui avaient été dans des grands centres et pour lesquels on a expliqué qu'il n'y avait que l'amputation de possible, que personne au monde ne pouvait faire autrement. Et ils ont réussi à avoir mon adresse, ils sont venus me voir, ils ont gardé leur jambe grâce à ça. Je suis à la retraite par le biais des assurances. Je ne sais pas si les assurances ont été télécommandées par nos amis. Ce serait la théorie du complot, mais c'est à la limite possible. C'est tout à fait possible. Je suis à la retraite et ma clinique actuellement me demande absolument de justifier les malades que j'ai opérés l'année dernière, que je donne les comptes rendus des réunions multidisciplinaires. On avait dit qu'il fallait qu'ils soient amputés. Il fallait qu'ils soient amputés. C'est pour vous donner. Et alors, c'est une incidence directe. Si la clinique ne fournit pas cela, elle va perdre son autorisation de traiter les cancers. Donc, on vous empêche d'opérer. On n'a pas besoin avant. On vous interdisait de traiter si vous aviez des histoires médicales, s'il y avait des échecs, s'il y avait des scandales. C'était normal, puisque nous sommes responsables de nos actes. Mais là, ce n'est pas ça. Nous ne sommes plus du tout responsables maintenant. C'est une instance de bureaucrates qui ne connaissent rien à la médecine, certainement pas mon domaine de sarcome des os, qui va décider si ma clinique a le droit de continuer l'activité. Or, bien entendu, que va faire un directeur qui est menacé? Il vire la personne qui risque de menacer son business. C'est normal. Donc, les pressions sont colossales. C'est pas une pression, c'est on vous interdit de traiter. Alors, ceci, là, on a un autre exemple qui ne me concerne pas directement. Cette année, on nous demande notre avis de Tunisie pour une gamine qui a une tumeur de la paroi thoracique. C'était une maladie très sérieuse avec un poumon complètement occupé par la tumeur. On leur dit quelle est la chimiothérapie que nous ferions à Paris. Ils font la même là-bas. Ils ont le même résultat, ça diminue bien, mais il faut l'opérer.
Cette gamine, on lui dit de venir à Paris pour l'opérer. Et nous avons un chirurgien qui est tout à fait capable d'opérer et qui avait d'ailleurs dans le passé opéré beaucoup d'enfants. Et nous le confions à ce chirurgien. Ce chirurgien dit, mais je ne peux plus opérer. Parce que l'Agence régionale de santé a décidé que je n'avais plus le droit d'opérer en dessous de 13 ans. Mon établissement n'a pas le droit. Alors on a cherché un autre, il dit envoyez donc à l'Institut Montsouris. Mais l'Institut Montsouris aussi, on lui a retiré l'autorisation d'opérer les enfants, alors qu'ils avaient fait dans le passé d'énormes interventions parfaitement réussies sur le sujet. Et il n'y avait qu'un seul établissement sur Paris qui pouvait opérer les enfants, un établissement qui est très proche de Gustave Roussy. Mais en l'occurrence, ils ont accepté. Mais ils ont accepté d'opérer cet enfant comme on le voulait, et ils l'ont très bien opéré, grâce à ça, cet enfant a été sauvé. Alors, Madame de Lépine, vous souhaiteriez rajouter quelque chose sur la question des pressions, ou est-ce qu'on n'a pas trop entendu? Bon, sur la question des pressions, c'est effectivement, c'est même plus des pressions, quoi. C'est une organisation bureaucratique totalitaire qui empêche les gens de travailler comme ils le souhaitent, puisque vous n'aurez le droit de continuer à travailler dans le domaine dans lequel vous travaillez si vous appliquez les recettes qui sont fournies par le haut de la hiérarchie, l'Institut national du cancer, la Haute Autorité de santé, et surtout validées par l'ARS. Parce qu'à la limite, l'INCa et la HAS donnent des orientations, des recommandations. Mais c'est l'ARS qui tranche, c'est l'Agence régionale de santé, le bras armé qui vous ferme ou qui vous laisse ouvert, c'est l'Agence régionale de santé et qui a tout pouvoir, y compris de ne pas respecter de ce que dit l'HAS ou l'INCa. Désinformation, conflit d'intérêts, secret médical et industriel, stratification administrative à échelle multiple, le fonctionnement opaque du monde médical échappe à la compréhension du citoyen. Si bien qu'il est impossible d'entrevoir les chaînes de responsabilité dans cette affaire. Pouvez-vous nous aider à y voir plus clair? Le problème de la médecine, c'est l'irruption de l'argent. C'est l'irruption de l'argent il y a 30 ans. Et cela est très lié à la mondialisation, car avant la mondialisation, les laboratoires pharmaceutiques avaient le pouvoir sur un pays. Ils avaient des bénéfices essentiellement sur un pays, leur pays d'origine. Et les bénéfices n'étaient pas, et sont sans commune mesure avec les bénéfices qu'on peut espérer actuels avec le marché mondial. Ces bénéfices colossaux, il faut bien comprendre que l'activité des big pharma, on les appelle comme ça, les 7 grandes pharmacies, sont très importants et sont de l'ordre de 25% du chiffre d'affaires. Parmi ces 25% du chiffre d'affaires, 20%, donc 5% du chiffre d'affaires des laboratoires, est donné à ce qu'ils appellent recherche et développement. Ce qui pourrait paraître très sympathique si c'était de la recherche. Sauf que recherche et développement, c'est 80% de développement. Et le développement, c'est quoi? C'est la corruption. Alors la corruption peut être soft, c'est-à-dire que nous payons un congrès. Nous aidons une société savante à se réunir. Nous leur offrons des locaux, des logiciels, des ordinateurs. Nous les invitons à faire un essai thérapeutique sur cette molécule, qui par hasard est celle que nous voulons vendre plus tard, mais c'est pour faire avancer la science. Nous payons des chercheurs stagiaires pour aider le professeur qui en manque. Donc la corruption peut être soft, elle peut être aussi beaucoup plus directe. Nous vous offrons des actions dans notre société, ou à votre femme, ou à vos fils, ou un poste. Nous vous payons comme conseiller dans notre société. Et plus directement, vous êtes un homme politique, nous vous payons votre campagne, nous promettons que nous allons construire une usine ou un institut de recherche dans votre circonscription, donc vous aurez tant d'emplois, vous pouvez en faire partie. C'est arrivé à un ancien ministre du budget qui a fait Cahuzac, pour ne pas le citer. C'est comme ça une des raisons pour lesquelles il était élu dans sa circonscription. C'est la promesse d'un grand laboratoire. Donc ceci, c'est du courant. Et puis, il y a la menace. Vous, médecin, vous dites que notre produit n'est pas bon, parce que vous avez trouvé des complications, vous avez dû vous tromper, retirez votre article, si vous ne faites pas, nous allons vous traîner en justice. Et c'est fait régulièrement. Donc beaucoup prescrire a été traîné en justice par des laboratoires qui n'étaient pas contents de ce qu'ils disaient. Et puis on a le plus direct, vous êtes un homme politique, nous voulons absolument que vous fassiez passer cette loi, vous touchez tant, tenez la valise. Ça c'est très direct. Et puis il y a la sécurité. C'est-à-dire, plutôt que ça, on va vous faire un contrat. Vous allez devenir un conseiller de notre laboratoire. Et vous toucherez quelques centaines de milliers de dollars, ou d'euros, puisque nous sommes en France, si vous nous aidez là-dedans. Oui, souvent c'est par les paradis fiscaux, donc c'est souvent en dollars, effectivement, à l'extérieur. Donc, la corruption est complète. Et alors, ce qui est dramatique, c'est que, également depuis la mondialisation, ça va ensemble, le mélange du public et de l'État.
Jadis, un fonctionnaire était intègre, il n'avait une seule mission qui était de défendre l'intérêt commun. Il n'avait pas le droit de faire des ménages en ville. Il n'avait pas le droit d'animer des réunions à droite, à gauche. Et les flics qui peignaient les appartements étaient mal vus. Ils risquaient même des sanctions disciplinaires. C'était comme cela. Depuis qu'on a dit qu'il fallait absolument mêler le public et le privé, que c'était la rançon du progrès, tous les barrages ont sauté. Donc vous avez au ministère des gens qui sont payés par les laboratoires. Ils sont payés, ce n'est pas par intérêt. On les paie parce que ce sont des grands spécialistes de tel ou tel domaine, aussi bien à l'INCa qu'à la Haute Autorité de Santé, que dans toutes les agences qui ont été créées, les spécialistes ont 2 casquettes ou 3 casquettes. Donc d'un côté, ils défendent l'intérêt général dans leur agence ou dans le ministère, et de l'autre côté, ils conseillent les laboratoires. Alors, il faut savoir que pour certains professeurs d'université, c'est dans un rapport de la Cour des comptes sur les ressources que touchent les médecins, certains professeurs d'université touchent 20 fois plus que leur salaire des laboratoires. Croyez-vous que leur enseignement puisse être honnête? Si c'est un professeur, il déforme un peu ses étudiants. C'est peut-être pas directement dramatique. Quand c'est un responsable du ministère chargé de voir si le garde d'asile est utile ou pas, ça a été montré dans le Canard enchaîné qu'il y a des liens d'intérêt très directs avec le directeur qui était chargé du dossier et son gendre qui était tout simplement le directeur pour l'Europe du laboratoire fabriquant le vaccin. Ça a été dit 2 fois et le Canard enchaîné a même interrogé le ministère. On a dit oui, c'est vrai, mais cette personne n'était pas la responsable du dossier, elle a donné son avis et rien n'est paru anormal au ministère que ce lien d'intérêt qui était direct et tout de même tout à fait important n'ait été omis. Car ce qui tue actuellement, c'est l'absence totale de transparence. L'ancien président Sarkozy avait été soumis à des pressions importantes du public pour apporter de la transparence. Et avant de partir, il a fait voter... Non, Mediator, il y a d'autres choses quand même. Plein de choses. En médecine, c'était le Mediator, mais il y avait aussi sur d'autres dossiers, disons qu'on avait reproché les conflits d'intérêts. Donc lui qui disait ignorer les conflits d'intérêts au début de son mandat, à la fin avait remarqué que ça existait. Il avait même demandé un rapport que vous pourrez consulter, qui est sur Internet, sur les conflits d'intérêts en général, et comment y remédier. Et à partir de ce rapport, il a fait une loi qu'il a préparée, qui a été votée par l'ensemble du Parlement, la gauche et la droite. Et ils ont voté cette loi contre les conflits d'intérêts. Mais bien entendu... Décembre 2011, loi Bertrand. Bien entendu, cette loi n'a pas eu de texte d'application. Parce que les lois gênantes, il ne faut surtout pas les appliquer. Tant qu'il n'y a pas d'application. Et puis certaines personnes qui ont certainement de mauvais esprits se battaient au ministère de la Santé en particulier, et avec tous les accidents des médicaments quand même, cette loi a paru nécessaire. Il fallait calmer le jeu. Et donc notre ministre a promulgué les décrets d'application. Malheureusement, les décrets d'application ont été écrits par les laboratoires. Et cela peut être consulté sur le site Foramed, où ils étaient là, ils étaient invités aussi, ils ont quitté la réunion tellement ils étaient scandalisés. Le Conseil de l'ordre des médecins, qui habituellement est assez proche des gouvernements quels qu'ils soient, s'en est même ému en disant c'est quand même anormal que la transparence n'ait pas lieu sur les choses importantes. Alors pourquoi les décrets d'application prévoient que tout repas ou toute offre d'un stylo à un médecin doit être déclaré, mais par contre les contrats commerciaux, c'est-à-dire que si je vous prends comme conseiller, je vous donne 300 000 € par an, ça c'est commercial donc ça ne doit pas être déclaré. Alors comment voulez-vous avoir confiance aux experts qui défendent l'intérêt général si ces gens-là sont payés par les labos qui vendent des médicaments? C'est le Sunshine Act à la française qui a été donc complètement vidé de son sens par le ministère de la Santé actuel. Le problème est-il global ou local? Oh, il n'existe pas localement. C'est un problème global, évidemment, puisque nous avons essentiellement des patients qui viennent de partout en France, qui viennent éventuellement de l'étranger d'ailleurs. Donc c'est pas au niveau de Raymond Poincaré que le problème se pose. Plutôt régional par rapport à national. Non, national. Alors européen peut-être, mais ça, la théorie du complot, il faut doucement, j'en sais rien. Mais en tout cas national, c'est clair. Si vous voulez, c'est une société française qui a le monopole sur le traitement des cancers de l'enfant, qui veut le garder, qui veut surtout pas qu'il y ait une parole différente. Non seulement ils veulent pas qu'on traite des patients comme disait Gérard tout à l'heure,
Il ne faut pas qu'on montre qu'il y ait des schémas de traitement qui donnent des résultats avec 20-30% de plus de chances de guérison que les essais thérapeutiques qu'on leur propose sous l'appellation fallacieuse de protocole. C'est particulièrement fallacieux parce qu'en plus on leur dit, c'est là où l'Europe intervient peut-être, on leur dit ah oui, tout le monde fait pareil en France. Donc, première réponse à votre question. Et puis tout le monde fait pareil en Europe, comme si c'était rassurant. Hein. Tout le monde porte du tati. Moi, je sais pas si je pouvais avoir des belles robes de haute couture, j'aimerais bien de temps en temps. Voilà, donc vraiment l'argument tout le monde fait pareil. Est-ce que ça peut rassurer quelque part des patients? Mais enfin, en tout cas, ça répond complètement à votre question. C'est un problème national, au moins si ce n'est européen, puisqu'effectivement, il y a la mise en place bien induite par la France et la Société française de cancer de l'enfant qui a quand même la main mise sur la SIOP, qui est la Société internationale d'oncologie pédiatrique, et qui essaie d'imposer son pouvoir. Et effectivement, ces protocoles d'essais thérapeutiques pour l'ensemble de l'Europe. Puisqu'ils veulent beaucoup de patients, parce que plus vous rentrez de patients, plus vous touchez les sous. Plus en tout cas l'organisation qui est à l'origine touche des sous, absolument. Depuis l'annonce de la fermeture de votre service, vous avez, avec l'aide de l'association Améthyste, lancé une pétition à destination des professionnels de santé. Celle-ci appelle à une mission parlementaire en faveur de la liberté des choix thérapeutiques. Parallèlement, l'écœurement face à cette situation fut tel que Karine Curtet, la présidente d'Améthyste, a également déposé une plainte entre les mains de la Commission européenne afin que celle-ci saisisse la Cour de justice des communautés européennes d'une action contre la France. Où en sont ces différentes démarches ? Comment va évoluer la mobilisation dans les mois à venir ? D'abord, première partie de phrase, vous avez dit l'annonce de la fermeture. Moi, je n'ai pas d'annonce de la fermeture. Je dois vous dire que je suis médecin de ce service, théoriquement responsable, plus ou moins chef de service. Je n'ai aucune information officielle sur la fermeture de ce service, ni écrite, ni orale. Et quand je demande des informations, maintenant on me répond, mais il y a le communiqué de presse. Je trouve ça absolument extraordinaire. Suite à la manifestation du 20 mai, avec d'ailleurs 7 cartes de CRS qui ont beaucoup frappé les familles. Ils n'ont pas compris pourquoi Madame la ministre était si inquiète de la présence de maman éplorée, qui avait surtout beaucoup de larmes, plus que des matraques. Mais bon. Donc je le dis quand même, les patients étaient très très choqués. Très choqués qu'on reçoive des familles au ministère de la Santé, enfin une manifestation de famille, parce que c'était prévu comme une manifestation de famille, avec tant de CRS. Alors je dois dire, les CRS ont été charmants, et du coup il y a un dialogue qui s'est instauré, et donc je pense qu'on a quelques signatures de plus. Mais bon, oui, parce que ils sont toujours les gens qui approchent. De toute façon, toute personne qui approche le combat de près peut pas supporter cette idée. Donc ça ne marche que par le silence qui est fait sur ce combat. De toute façon, les gens, depuis 30 ans, quand ils viennent dans le service, etc., ils découvrent et disent, mais on pense pas que c'est possible. Et dès qu'on a, les présidents d'Améthyste ont quand même un petit peu changé, parce qu'il y en a une d'ailleurs qui était décédée et tout, mais à chaque fois, ils disent, quand on raconte le combat comme président d'Améthyste, une fois qu'on l'a intégré, on nous dit, mais c'est pas possible, vous trompez, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un combat qui est tout à fait extraordinaire, parce que il est pas pensable. Mon frère, quand même, il ne connaît plus assez longtemps, hein. Il dit toujours, ton combat n'est pas audible parce qu'il n'est pas crédible. On ne peut pas imaginer quand on va voir un médecin, et particulièrement pour un petit enfant cancéreux, le médecin qui soit en face de vous donne pas les maximums de possibilités pour le guérir. Non, parce que les médecins, ce sont des hommes comme les autres, ils ont été formatés comme les autres, ils sont devenus robots. Alors, conscient ou pas conscient de l'être, auto-censuré ou pas, au bout de quelques années, on s'auto-censure, on ne peut pas se flinguer tous les matins. Donc, il y en a qui se flinguent. Je le dis toujours, quand même, il y a 2 fois et demi plus de suicides chez les médecins que dans la population générale. Alors, je ne sais pas la population de suicides chez les cancérologues, ça serait très intéressant de regarder. Mais bon. Soit dit en passant, d'ailleurs, on remarque qu'il y a une augmentation des suicides aussi dans d'autres domaines, comme chez les agriculteurs, par exemple. Bien sûr. Et la police. Bien sûr. Moi, je pense que de façon globale, on va aussi avoir une augmentation. Là, on est dans les pourcentages, mais j'imagine qu'on va avoir une augmentation dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Oui. Les architectes aussi, c'est. À partir du moment où on n'a plus le droit de décider, on n'a plus le droit de penser, on n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit de rien faire, qu'on voit des émissions, qu'on n'a plus le droit de c'est la sa vocation, sa vocation. Donc, à partir du moment où les gens
gens sont contrariés complètement dans leur vie quotidienne, c'est normal qu'ils aillent de temps en temps au suicide. Au ministère, donc c'était un mardi, non? Oui, c'était mardi. Monsieur Le Guen avait donc le sous-directeur chargé de l'offre de soins, ce charmant monsieur qui avait eu l'air d'écouter tout de même, etc. Et avait promis donc à Madame Curté, la présidente d'Améthyste, un début de réponse, en tout cas un petit commentaire le vendredi qui suivait. Donc 3 jours après, bon, elle a téléphoné plusieurs fois pour essayer de la voir, se faisant un petit peu remballer par la secrétaire, mais bon, l'assistante, elle n'a plus de secrétaire non plus. Et donc finalement, elle a fini par l'avoir en fin d'après-midi, il était à Strasbourg, donc probablement il n'avait pas passé toute la journée à travailler là-dessus. Donc moi, je lui ai envoyé des documents le mercredi soir tard, je veux dire, je n'ai pas fait le mardi soir, j'ai fait que le mercredi soir. Donc en gros, il a eu que le jeudi pour les regarder, je ne suis pas sûre qu'il les ait regardés. Donc il a répondu, on peut lui demander d'ailleurs, c'est intéressant, s'il veut bien. Il a répondu à Madame Curté que finalement il avait vérifié 2-3 détails, dont, là j'ai pas digéré, dont en particulier moi j'avais dit que c'était pas passé au CHSCT, que c'était pas passé en CTLE. On s'est pas passé, pointe à la ligne. Et dont les éléments que Mme de Lépine avait donnés qui étaient un peu faux, je confirme que ce n'est pas passé en CHSCT. D'ailleurs, ils avaient donné cette information suite à la manifestation. Le Parisien a fait un petit article, le Parisien Hauts-de-Seine, Jérôme Bernatas, je vais le nommer parce qu'il a bien travaillé. Donc il avait mis ce que la paix lui a dit. C'était passé en CHSCT. Et quand j'ai vu ça dans l'article du Parisien, j'étais assez folle furieuse. Donc j'ai envoyé ça au syndicat qui, dans l'immédiat, dans les heures qui ont suivi, m'ont envoyé un mail en disant non, je vous confirme, c'est absolument pas passé au CHSCT. Ils en ont parlé le 17 mai. De toute façon, c'est après. De toute façon, c'est toujours après. Parce qu'ils ont commencé le 29 avril suite à la plainte en délaissement. Donc tout le reste, c'est après. Et de toute façon, ils sont pas dans les clous. Mais même là, les syndicats ont refusé de voter parce qu'ils étaient absolument contre que cet ordre du jour ait été imposé, pas donné avant, pas établi avec la secrétaire du CHSCT, enfin, pas fait dans les formes. Pas fait dans les règles. Et donc, Jérôme Bernatas, je lui ai dit, s'il vous plaît, faites un correctif. Alors, je me disais, c'est pas évident, hein, parce que mettre 3 lignes, est-ce qu'on va les voir? Et il a été quand même très sympa, parce qu'il a remis un correctif, il a refait un papier la semaine suivante, là, avant-hier, je sais pas, en remettant la pétition Sauvons les enfants de l'unité d'oncologie pédiatrique qui a été lancée par les People. Nikos, Laurent Baffy, Bigard, il y a Bruno Volkovitch aussi, il y a Astrid Veillon, enfin voilà, il y a et d'autres que j'oublie et qui me pardonnent. Et tous ces gens-là ont lancé une pétition avec le papa du petit Théo, qui sera sur les antennes dans pas longtemps sur FR3, donc on peut peut-être en parler. Et Philippe Croison qui a lancé la pétition et qui a recruté, si vous voulez, les people pour lancer cette pétition. Philippe Croison, c'est le monsieur qui a accidenté, qui est des 4 membres et qui a traversé à la nage la Manche, etc. Donc ce monsieur connaît bien la famille de Théo et ils ont lancé ensemble cette pétition qui est quand même à aujourd'hui 36 000 ou quelque chose de signatures alors qu'ils l'ont lancé il y a longtemps, 15 avril, quelque chose comme ça. Et donc Jérôme Bernatas a profité pour relancer cette pétition, en tout cas en faire part aux lecteurs sur le Parisien. Et là, il a mis que, en fait, l'information qui lui avait été donnée par l'AP, alors j'aime ça aussi, l'AP, c'est qui l'AP? Il y a 96 000 personnes à l'AP. Alors, qui donne les fausses informations? Je ne vais pas accuser toute l'AP non plus, moi. Donc, cette information était erronée et que les instances n'avaient pas été consultées. Je trouvais que c'est bien. On a un journaliste courageux. Comme d'habitude, il botte en touche en disant l'agence régionale de santé décidera. Non, en gros, il botte, même plus simplement que ça. Il botte en touche en disant on a vérifié les informations, tout est dans le tuyau, ils ont suivi tout est bien. Non, c'est bon. Ils suivent toutes les procédures institutionnelles, donc il n'y a aucun souci, sauf que c'est absolument faux. Donc évidemment, en tribunal administratif, on gagnera partout, sauf que c'est 5 ans après, donc sauf c'est pas. Non, mais sauf que, mais on pourrait démontrer que les procédures institutionnelles n'ont pas été faites. C'est vrai. Qu'il y a des lits d'entrave, etc. Donc voilà. Mais en gros, ils ont dit ils ont dit ça, et c'était oral. Donc par téléphone, toujours rien d'écrit. Donc Madame Curté a fait une jolie lettre en disant à la ministre, Madame, vous nous avez envoyé des gens pour nous écouter. Vous aviez dit que ils étaient là pour donner ces informations
au cabinet du ministre et que la ministre répondrait. Donc nous attendons la confirmation écrite de la ministre de cette décision. Et pas qu'elle botte en touche en disant c'est machin, c'est truc qui jugera. Donc nous avons, Mme Curté a envoyé une lettre à la ministre, que nous diffusons largement partout, et vous l'aurez bien sûr, en demandant sa réponse directe, qu'elle se mouille, grand Dieu, si elle veut que les enfants n'aient plus le choix d'entrer dans les essais thérapeutiques, et bien qu'elle le dise. Quel est le problème ? Qu'elle assume ses décisions. Comme dirait son Premier ministre. Justement, si elle assume, elle est responsable. Alors, c'est justement ça. Bah oui, mais elle est responsable. De toute façon, à son poste, elle est responsable. Donc, elle ne peut pas échapper à cette décision. Qu'elle l'écrive. Nous, on veut une décision écrite. Moi, je vous dis, je n'ai pas d'informations sur la fermeture, ni le transfert de ce service aujourd'hui. Je n'ai pas d'écrit. Elle doit écrire. C'est la même chose. Tant qu'elle n'aura pas écrit, on ne croit pas. De quelle façon les internautes peuvent-ils vous apporter leur soutien ? Une chose simple pour eux, c'est de signer la pétition. C'est le premier pas. Pour le reste, je n'en sais pas. Moi, je crois que c'est faire diffuser au maximum l'information, parce que à partir du moment, moi, je crois qu'il est simple. Bon, effectivement, les gens vont pas forcément lire des kilos de papier, mais il est simple de dire actuellement, l'Institut national du cancer dit qu'il faut rentrer les enfants dans les essais thérapeutiques. L'ARS ferme les services qui n'acceptent pas ça. Point. Le rapport Vernant 2013 qui a servi à l'établissement du plan cancer 2014 a dit il y a eu en 2008 1100 enfants entrés dans les essais thérapeutiques, 1100 essais thérapeutiques en tout cas, et c'est bien, on a augmenté. En 2012, il y en a eu 2120, soit 1,25 essais par enfant. On fait déjà plus d'un essai par enfant. Et il y a 1700 nouveaux cancers de l'enfant par an. Donc il y a 1700 enfants atteints de cancer et il y a 2120 essais qui ont été faits. Alors sur ces enfants et peut-être de ceux de l'année d'avant, mais peu importe, il y a 2120 inclusions dans les essais en 2012 et le plan cancer prévoit cette augmentation. Donc il faut absolument que chaque citoyen fasse ce qu'on lui a demandé. Nous avons écrit cette lettre simple d'une page à tous les sénateurs, à tous les députés, à tous les candidats aux européennes, à toutes les autorités morales, à tous les journalistes, enfin à tous ceux dont on a trouvé l'adresse, à toutes les personnalités connues. On a repris par exemple toutes les premières dames. Voilà, donc on a envoyé tout ça. Personne ne pourra dire qu'ils ne sont pas au courant. Et ceux qui ne sont pas au courant, je demande et je supplie les internautes d'informer leur maire, leurs conseillers municipaux, leurs femmes, leurs enfants. Non, mais tous les gens qui ont un minimum de pouvoir, en tout cas de pouvoir d'information des autres, et de faire la chaîne. Parce qu'à partir du moment où tout le monde le saura, là, nous, on a écrit à tout. Les autorités morales, par exemple, on a essayé les autorités morales, c'est pas si simple. Donc, on a fait les évêques, les rabbins, le pape, les bouddhistes. Oui, mais voilà. ça touche aux droits fondamentaux de l'être humain. Vénérable, alors j'ai appris comment on disait vénérable, etc. Bon, voilà. On a écrit à tous ces gens-là, mais on a écrit qu'en haut. Moi, j'ai pas pu faire tous les curés du coin, ni l'imam du coin. Je veux dire, l'imam du coin, je cherche son adresse, parce que l'imam de Drancy est quelqu'un de très bien et très connu. Mais c'est pas simple de trouver ces adresses-là. Donc, les internautes, eux, ils sont à Roubaix, à Tourcoing, à Pau, ou, voilà, il faut qu'ils aillent voir, personnellement, les gens qui connaissent, les médecins qui connaissent aussi. Il faut qu'ils s'emparent du combat en disant, mais c'est pas possible. Voilà ce que raconte la présidente de l'association Amétis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je crois que c'est l'information. On pêche par l'information et par la désinformation. En page d'accueil de votre blog, et afin d'illustrer la gravité de la situation, vous dénoncez la régression significative du nombre de guérisons de cancer des os en France depuis les 20 dernières années, impliquant un retour à l'amputation. Il semblerait pourtant que la recherche ait progressé sur ces questions. Se dégage donc l'impression d'un obscurantisme scientifique qui serait en train de s'abattre sur notre pays, nous interdisant l'accès au progrès. Alors, selon vous, nous a-t-on volé le progrès ? On a certainement ralenti le progrès par l'organisation bureaucratique des choses. Toutes les découvertes fondamentales, celles qui ont fait les percées, je pense à la Terre est ronde et elle tourne autour du Soleil. C'était une percée de l'époque. L'homme des sangs du singe, c'était aussi une percée à l'époque. La pénicilline,
toutes ces découvertes ont toujours été l'œuvre de gens isolés qui remarquaient un phénomène et qui, en analysant spontanément le phénomène, la découvraient. Et ils se sont toujours heurtés à l'establishment. Parce que toute vérité nouvelle est potentiellement dangereuse et risque de modifier les équilibres d'une société. Et actuellement, nous avons en France, et globalement en Occident, et c'est peut-être une des raisons de la crise, un blocage par les institutions. Les institutions veulent prendre le pouvoir, le long par la bureaucratie, et donc on ne peut faire que ce qui est décidé en haut lieu. Or, sans liberté, il n'y a aucun progrès. On a eu l'exemple de l'URSS, ils ont compris à partir du moment où la bureaucratie a pris tous les pouvoirs, plus aucun progrès technique n'a pu se faire. Et ils ont perdu la guerre des étoiles parce qu'ils ne pouvaient pas suivre le progrès technique. Et actuellement en France, nous imposons une bureaucratie qui stérilise effectivement la recherche. Donc lorsqu'on nous parle de recherche, ça ne m'intéresse pas, parce que ce n'est pas des chercheurs, c'est des trouveurs. Or, je dois parler d'un jour, on était reçus à l'Élysée avec madame, à cause d'elle certainement, et on se trouve... un pince-fesse pour tout le monde. Un pince-fesse pour tout le monde, oui. Bon, c'était pas directement. Et bon, moi j'étais là parce que c'était notre président, et donc on était polis. Et devant nous, il y a deux jeunes bien mis, plus jeunes que nous, de moins de 15 ans, qui sont là, et le président va voir chacun un tour de rôle. Et on les voit devant nous, là, qui dit Monsieur le Président, c'est formidable ce que vous avez fait grâce au plan cancer. Chirac, c'était Chirac en 2003, quoi, à peu près, ouais. Au moment du premier plan cancer. Et grâce à ça, on va trouver, vous allez voir, on va guérir, parce que dans les objectifs du premier plan cancer, c'était d'améliorer de 20% les guérisons des cancers en France. Depuis, on n'ose plus parler de chiffres, bien entendu, on n'en parle pas. Vous verrez, toutes les évaluations des plans cancer, c'est on a rempli nos objectifs, on fait davantage de mammographie, on augmente la qualité des examens, mais les guérisons, on n'entend jamais parler. Alors, Chirac. Jamais. Alors, il commence à passer de la pommade à Chirac. Bon. Et puis Chirac, qui avait du bon sens paysan du centre de la France, leur dit, mais moi ce qui m'embête, c'est quand même, quand est-ce qu'on aura un prix Nobel en médecine? Et là, nos deux jeunes bien mis se mettent à lui repasser une deuxième couche de pommade en disant, mais c'est parce qu'on n'avait pas eu un président comme vous qui nous donnait les moyens, vous allez voir avec tout ce que vous donnez. Alors là, moi, c'était trop. Je voulais être poli, mais je ne pouvais pas, et puis je coupe, j'interromps la discussion, je dis, non, monsieur le président, nous n'aurons pas de prix Nobel. Alors là, froid dans l'assistance. Là, je le vois qui réfléchit, il a bien mis 7 ou 8 secondes. Vous voyez les neurones qui bougeaient. Il dit, expliquez-moi. Alors je lui dis, mais monsieur le président, c'est simple. Le prix Nobel, c'est pour des découvertes fondamentales. En médecine, nous ne faisons jamais de découvertes fondamentales, nous améliorons un peu nos traitements. Si vous voulez trouver un prix Nobel, il faut le donner aux facultés de sciences, où là, ils sont loin des malades, eux, ils travaillent sur des choses fondamentales, mais jamais un médecin ne pourra trouver quelque chose justifiant un prix Nobel. Et là, la réponse est celle qui détermine tout le reste, et qui malheureusement est notre drame, c'est... Vous avez raison, m'a-t-il répondu, vous avez répondu, mais il faut bien comprendre que le rôle d'un politique, c'est de lever de l'argent. Grâce à mon impôt sur les cigarettes, j'aurai autant d'argent qu'on veut pour lutter contre le cancer. Et après, c'est la communauté scientifique qui décide de ce qu'on fait de cet argent. Je dis bien, monsieur le président, nous n'aurons toujours pas de prix Nobel. Ça veut dire que nous n'avons toujours pas de prix Nobel et nous n'aurons pas tant qu'on donnera de l'argent sans voir ce qu'on fait. Ce que je lui ai dit après, c'est quand j'ai construit ma maison, on libère les crédits en fonction de ce qui est construit. Lorsque les fondations sont faites, on donne 20%. Le premier étage, 30% de plus. Et la couverture, les 20% restants. Mais pas l'argent sans regarder ce qui se fait. Or, nos politiques donnent de l'argent, ils ne regardent jamais ce qu'il fait, ou éventuellement ils demandent un rapport aux gens qui ont touché l'argent pour savoir ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est vraiment objectif? Madame de Lépine, est-ce qu'on nous a volé le progrès? Oh, le progrès, on ne le vole jamais, mais il ne se fait plus chez nous. Je veux dire, pour l'instant, on est un pays en régression, l'Occident peut-être globalement, et manifestement, il y a des gens dans d'autres pays, il y a de la jeunesse, je sais pas, en Chine, en Inde ou je ne sais où, mais des gens, des pays qui émergent et qui ne sont pas complètement stérilisés par leur bureaucratie. Donc c'est le propre même de la vie d'avoir une jeunesse, et puis dans la vieillesse de l'Europe, en tout cas clairement. Lorsque l'on évoque la question du cancer, on pense notamment au blocage des travaux de célèbres médecins et chercheurs tels que Beljanski, Gernès ou Verne. Selon vous, si une telle obstruction à la recherche et à la mise en œuvre de thérapies efficaces n'existait plus, le cancer serait-il toujours un problème pour notre civilisation? Je pense que le cancer sera toujours un problème pour toutes les civilisations tant que l'homme vivra.
La vie est quelque chose de tout à fait dangereux. Vivre, c'est dangereux. C'est sexuellement transmissible et c'est toujours mortel. Malheureusement, on a un peu tendance à l'oublier. Maintenant, on ne doit pas vieillir, on doit rester jeune, beau, riche et en bonne santé. C'est une aberration. Donc, le combat contre le cancer est le vieux combat de la cuirasse contre l'épée. À chaque fois qu'on a une épée plus pointue, la cuirasse est devenue plus épaisse. Et le combat est éternel. Le cancer, ce n'est pas une anomalie accidentelle. Certaines cellules ont envie de vivre leur propre vie indépendamment de l'organisme. Et donc je pense que plus on réussira à éliminer, et plus il y en aura un nouveau qui sortira. C'est la vie en général. Lorsque vous avez un organisme, le cancer, c'est des cellules vivantes. Le vivant, c'est magnifique, c'est qu'il sait s'adapter. Nous sommes le résultat de l'adaptation. Donc le cancer s'adapte à tout ce qu'on lui inventera. Et donc il existera de nouvelles formes de cancer. Rassurez-vous, il y aura de quoi travailler pour nos suivants sans problème. Même si on arrive à guérir ceux qu'on connaît actuellement, il y aura de nouveaux cancers. Est-il global ou local ? Le problème ne serait-il pas... Non. Le problème est-il à la fois local ou global ? Je pense que ce sont les mêmes que ceux de la finance et de l'ENA. Choisissez, avant on disait 200 familles, je pense que ça s'est réduit à 100 parce qu'ils se sont croisés entre eux. Donc vous avez 100 familles en France qui décident de ce qui est bien pour le peuple et qui se distribuent les cartes car il faut qu'ils se répartissent également entre la droite et la gauche pour bien tout museler. Lorsqu'ils se découvrent un cancer, les gens qui vous persécutent s'appliquent-ils à eux-mêmes les protocoles qu'ils imposent à la population ? Ou viennent-ils vous consulter ? Ouais, je peux déjà répondre sur une chose logique, c'est quand on fait de la mauvaise médecine un jour ou l'autre, on a beaucoup de mal à faire de la bonne. Donc la médecine à deux vitesses, moi j'y crois pas, je crois à la médecine à deux vitesses au sens de l'hôtellerie. Ouais, si vous êtes dans un bel hôpital, si vous êtes l'émir de je ne sais qui, là on va vous faire un étage pour vous, repeint avec des douchettes à Ambroise Paré, c'était sur le Canard enchaîné de la semaine dernière. Je veux dire, on fait pas de la bonne médecine un jour sur 10, ça c'est pas vrai, on donne de meilleures conditions, on écoute un peu plus, mais si on n'a plus l'habitude d'écouter les malades, on n'écoute pas non plus. Tout ça c'est pas vrai. Alors par contre, effectivement, quand il y a quelques temps encore, mais je pense que c'est plus vrai, parce que comme on nous oblige vraiment à faire les protocoles, les essais thérapeutiques, les endroits un petit peu cachés, si j'ose dire, où les gens faisaient de la chimiothérapie comme dans les cliniques de ville. Moi, il était connu, enfin il y a quand même beaucoup de gens d'associations en particulier qui me racontaient qu'il y avait des patrons, quand ils avaient des amis ou des enfants qui avaient des cancers, en particulier des maladies que nous on sait bien guérir dans notre équipe, ils utilisaient nos schémas thérapeutiques dans la clinique d'à côté pour ces patients-là. Mais honnêtement, je crois que c'est même plus possible parce que d'abord, les médecins ne savent plus le faire. Si vous formatez les médecins à ne pas savoir adapter, ils ne savent plus adapter. Même si on leur dit, tu sais, ces petits cousins de machin, bon, ils vont être gentils, ils vont aller le voir, ils vont lui apporter un petit gâteau. Mais sur la qualité de la médecine, s'ils sont formatés, ils ont appris la médecine industrielle. Je veux dire, moi, je ne sais pas, si vous avez acheté des barquettes au Monoprix pendant des années, vous ne savez pas faire un bon plein de la bonne cuisine parce que c'est machin qui va venir vous voir, ou là, je sais pas, moi, les beaux-parents de votre femme, votre fiancé, j'en sais rien, mais vous ne saurez pas faire la cuisine si vous n'avez pas appris. Donc je crois que vraiment, il faut que les gens se rendent compte que c'est pas vrai, il n'y a pas de médecine à vitesse au niveau de la qualité, au niveau de l'accueil sûrement. Alors bon, encore une fois, il y a une vingtaine d'années, il y avait encore des petits îlots, je sais que Gérard avait quand même récupéré des patients de haute famille, on va dire, pour pas qu'ils soient amputés. Pour pas qu'il soit amputé, parce qu'on savait qu'il existait, qu'il n'amputait pas. Mais il y a combien de gens qui vont plus amputer d'ici 5 ou 6 ans ? Parce que là, les jeunes, ça ne les intéresse pas, c'est des interventions lourdes, à risque, donc maintenant ils amputent. Alors il y a sûrement encore quelques vieux médecins qui savent ne pas amputer, qui sont encore en état de travailler, mais il n'y en a pas beaucoup. On va vers donc on va vers la standardisation totale, l'amputation quand elle est dit, quand la chirurgie conservatrice est difficile. Bon, ils ont quand même un petit peu appris à faire pas difficile, mais quand c'est difficile. Donc il y a une régression, je pense, mais limitée à notre petite France, faut pas. Voilà, je veux dire les 3 tests de vue, elle a l'air. J'ai dit tout à l'heure, c'était une maladie de la vieille Europe, mais je crois que c'est encore plus une maladie de la vieille France. Parce que quand même, il y a encore en Allemagne ou ailleurs une espèce de liberté de soigner. Alors, il faut faire très attention parce que j'ai quand même pas l'impression que ça soit tout à fait vrai sur la médecine académique. Je crois qu'ils sont de plus en plus bloqués aussi sur la médecine hospitalière, académique, enfin le type de médecine qu'on fait. Mais enfin, ils ont quand même, eux, le droit
de faire de l'hyperthermie, de faire je sais pas quoi, toutes les méthodes alternatives que je connais pas et dont les patients sont contents d'avoir la possibilité d'en profiter. Ils n'ont pas la bureaucratie qui vont voir dans les cliniques ce qui est fait, ce qui est le cas actuellement. Puisqu'actuellement, l'ARS vient enquêter, tire au sort des dossiers, regarde ce qui a été fait, dit attention, ça n'a pas suivi les ordres, les oukases de l'Institut national du cancer. Alors, juste une anecdote, c'est que finalement, pour ceux qui croient en Dieu, la justice de Dieu touche tous les hommes. Il y a donc une vingtaine d'années, je tairai le nom, quelqu'un d'important, puisqu'elle devait être ministre de la Santé, est venue me consulter en forçant un peu ma porte. Bon. Je lui dis qu'elle a telle maladie, elle ne me croit pas. Finalement, la maladie était bien là, comme je lui avais dit, et donc je l'opère. Et après, elle était un peu inquiète. Elle était inquiète. Bon, ça se passe bien, elle est contente, et puis elle demande comment me remercier. Et puis elle dit, j'étais très inquiète parce que vos opinions politiques étaient différentes des miennes, et je craignais que vous ratiez mon intervention. Elle s'était renseignée par les services adéquats. Et je lui ai répondu cette phrase qui l'a choquée profondément, mais c'était celle: mais madame, je vous promets que je vous ai traité aussi bien que l'épicier algérien de mon quartier. Car le serment d'Hippocrate nous enjoint de traiter tout homme, quel qu'il soit, dans la même condition. Donc, ces gens-là seront traités aussi bien que les épiciers du quartier, puisque les médecins ne seront plus traités autrement. Et aussi mal. Et aussi mal. Aussi bien ou aussi mal. C'est l'égalité qui veut le temps chercher, alors. Mais c'est l'égalité, c'est par le bas. Hein. Alors, il est sûr aussi que Mitterrand n'a pas été traité par les standards de l'époque de l'Institut du cancer, s'il existait. Ce qui est drôle, c'est que Beljanski a été protégé jusqu'à la mort de Mitterrand, et l'année d'après, il a envoyé le GIGN. Bon, ce qui ne donne pas non plus d'informations sur la qualité scientifique ou pas, d'ailleurs. Hein. Mais enfin, sur le fait que ça les inquiétait, c'est sûr. Et justement, est-ce que justement... Donc cette possibilité de se soigner avec les produits Beljanski, elle existe encore aujourd'hui? Oui. Oui, à l'étranger, à l'Amérique. Une personne qui a de l'argent et qui a les réseaux, est-ce qu'elle ne peut pas justement quitter la France, aller dans une clinique privée située... Ah oui, on peut toujours quitter la France. Ça pose aucun problème. Il faut avoir le portefeuille bien gardé. Il faut des valises de dollars. D'où notre question, nous a-t-on volé le progrès? C'est que le progrès, oui, mais pour qui? Ah bah c'est sûr Non, mais d'abord, est-ce que c'est un progrès? Je veux dire, c'est pas une démonstration non plus, parce que ça est devenu un marché. Moi, j'ai un grand respect, j'imagine, je veux dire, je ne sais pas vraiment, mais j'imagine que Beljanski, c'était vraiment une tête. Et qu'il a sûrement eu des inventions importantes. Après, maintenant, c'est devenu aussi un marché dont je ne sais pas... les gens qui lui succèdent, malheureusement, comme il a été carrément... exclu du système, qu'on a brûlé tous ces dossiers, toutes ces archives, donc pour moi ça tente à prouver qu'il y avait quelque chose. Mais bon, après c'est difficile et on peut pas non plus le mettre à toutes les sauces en disant si on donnait du Beljanski à tout le monde, on va guérir tout le monde. Selon les articles 168 et 169 du traité de Lisbonne, la Commission européenne dispose d'un pouvoir de décision en matière de santé publique et de protection des consommateurs. Or, dans le texte mis en ligne avec la pétition et après ce que vous venez de nous expliquer, vous évoquez le pouvoir démesuré et autoritaire des agences régionales de santé, ARS, dont les directeurs ont, je cite, tout pouvoir autocratique de fermer des établissements et des activités sans recours réel et de licencier des médecins insoumis aux diktats représentant l'inquisition moderne. Avez-vous conscience que la politique de régionalisation dont émane l'ARS est l'œuvre de la Commission européenne et des forces à l'origine de la création de l'Union européenne? L'un de vos confrères allemands, le docteur Ratz, communique d'ailleurs énormément sur le sujet. Je n'ai pas conscience. Je n'ai pas conscience. Je ne suis pas absolument certaine. Je suis pas absolument certaine. Non, je pense réellement que c'est une bureaucratie française. Le plan cancer, c'est Chirac. C'était avant que la Commission européenne se mêle de santé. C'est 98, qui était quand même un domaine réservé des États. La santé était un domaine réservé des États pendant très longtemps au niveau européen. Ça a peut-être évolué maintenant. Mais en tout cas, le plan cancer, le début date de l'époque où la Commission européenne n'avait rien à voir là-dedans. Ça date de 98-99, c'est sous Jospin que ça a commencé. La première réunion, elle a eu lieu en 2000. Et alors, il y avait Jospin et Chirac qui devaient être plus ou moins, il devait y avoir un président et l'autre qui était là. Donc, les deux, on voulait dire que c'était eux. Donc, il y a eu un premier plan cancer lancé en fait en 2000. Et il a été conçu sous Kouchner.
d'accord, conçu depuis 98. Et c'est Chirac qui l'a repris en 2003, et celui-là il est numéroté premier plan cancer, je ne sais pas pourquoi, et qu'on ne tienne pas compte de l'autre. J'imagine que c'est parce que Chirac a voulu avoir l'air de l'avoir pris. C'est un problème, c'est juste après en plus l'histoire du Le Pen, machin, donc Chirac il voulait quand même avoir une espèce de légitimité autre que d'avoir juste été élu. Bon, c'est une explication à moi, mais je n'en sais rien. Moi, toujours est-il que le plan cancer, il a été conçu fabriqué par Thierry Philippe, qui était le président de la Fédération nationale des centres contre le cancer, Claude Ménin, qui était le président de la Fédération des oncologues, parisien, quand un type sympa par ailleurs, donc c'est comme ça, et puis un troisième mec dont j'oublie toujours le nom, qui était le président de la Fédération nationale des centres privés de cancérologie. Donc ces trois mecs-là, ils se réunissaient depuis 93 jusqu'à peu près 98, au moment où ils ont mis les premières ébauches écrites du plan cancer. Ils se réunissaient au cercle ou je ne sais où, là, dans les cafés à la sortie de la gare de Lyon, puis il y en a qui venaient de province, et ils ont conçu cette espèce de plan autocratique qui au départ, comme toujours, il y a des fois des bonnes pensées. Par exemple, Thierry Philippe, qui était patron du centre Léon Bérard à Lyon, disait au quatrième, alors je dis les étages, je sais pas ce qu'il a écrit, les étages, j'en sais rien, mais au quatrième, les lymphomes, ils ont 20% de guérison, et au cinquième, ils ont 70% de guérison. Ça ne peut pas continuer comme ça. Sur ce détail, il n'avait pas tort. Sauf qu'après, on impose à tout le monde de faire pareil, et on comprendra éventuellement peut-être le protocole qui faisait 20%. Mais parce que par la standardisation, etc., pourquoi pas, je veux dire, peut-être pas, mais pourquoi pas. Donc ça a été vraiment conçu en France, et puis on a quand même l'ENA en France, qui n'ont pas partout. La fédéralisation en Allemagne, pourquoi en Allemagne, moi j'envoie des patients en Allemagne pour faire de l'hyperthermie, j'arrive même à les faire rembourser par la sécurité sociale française. Pourquoi, je veux dire, moi demain je veux aller travailler en Allemagne, faire de l'homéopathie en Allemagne, je vais m'installer, je ne vais pas avoir d'ennui. Donc honnêtement, cette espèce de rigidification outrance de la France, qui est quand même liée à l'ENA, hein, j'entends encore, je ne sais pas qui disait, il faut commencer par supprimer l'ENA. Oui, parce que l'ENA et puis toutes ces... Bah oui, non, ils se partagent le pouvoir. Hein. Toi, tu es socialiste l'année prochaine, tu seras UMP, l'année prochaine, tu seras machin. Enfin, ils nous racontent tous, ils sont tous copains. Enfin, bon, puis on te mettra à la tête c'est quand même vraiment classique. Je crois vraiment qu'il y a quand même un phénomène bureaucratique français qui utilise l'Europe quand ça l'arrange. Hein, c'est la Commission européenne, c'est pas nous, c'est moi, c'est l'autre. Et puis quand elle veut faire autrement que la Commission européenne a dit, elle fait autrement. Je suis désolée, pour l'instant, la directive sur les essais thérapeutiques 2013 sur les essais thérapeutiques rappelle que l'intérêt collectif ne doit jamais passer avant l'intérêt individuel du patient. Donc on est complètement en faute avec le plan cancer quand on met un seul schéma, un protocole d'essai thérapeutique, un seul protocole, comme ils disent, pour une maladie donnée. On est en faute, ce monopole ne correspond pas ne serait-ce à l'organisation du commerce en Europe et même dans les États-Unis. Donc je veux dire... C'est pas un problème qui est spécifiquement européen, je crois que c'est quand même d'abord un problème français. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que nous on espère que la plainte à l'Europe, donc je ne détaillerai pas ici, mais contre les dérives éthiques faites par une patiente déposée il y a 1 an maintenant et qui a été acceptée par l'Europe, c'est-à-dire qu'elle est instruite, ils n'ont pas, mais je veux dire, elle n'a pas été mise à la poubelle, elle est en train d'être instruite, et je sais même qu'ils ont demandé des explications au ministère de la Santé français, qui évidemment, comme d'habitude, ne répond pas. Mais je veux dire, donc, si vous voulez, en matière de santé, bien sûr que l'Europe a ses grands inconvénients, mais je ne suis pas sûre que ça explique tout ce qui se passe en France en ce moment, bien au contraire. C'est pas forcément la grande fautive. Non, non, je crois que ce serait... Enfin, en tout cas, bon, je connais peut-être pas assez les textes, hein, mais en tout cas, j'ai des exemples extrêmement concrets où manifestement, on est pire qu'ailleurs en Europe. Ça, c'est clair. La radio libre en son temps et Internet aujourd'hui ont permis une véritable libération de l'information sur ces sujets. A-t-elle porté ses fruits en provoquant une prise de conscience chez les professionnels et les étudiants ? La relève est-elle assurée ? Non, je crois que malheureusement, mais actuellement l'influence d'Internet est quand même encore relativement faible, parce qu'on touche, moi je vois bien les vidéos qu'on fait, ça va faire 2000 écoutes, enfin je sais pas, peut-être plus avec vous, mais même admettons qu'on mette 100 000, bah oui, mais quand ils ouvrent la télé et qu'ils voient la désinformation, même s'ils ne la regardent pas souvent, c'est 3, 4, 5 millions de gens.
Donc, si vous voulez, je crois que la désinformation, pour l'instant, est quand même beaucoup plus efficace que l'information. Je pense que la relève, malheureusement, n'est pas vraiment assurée pour l'instant, que si Internet apporte beaucoup de progrès, beaucoup d'informations, il y a quand même une information qui est très diluée et puis de qualité différente, et puis qu'il y a aussi la possibilité d'intoxiquer les gens sur Internet. C'est-à-dire qu'on voit bien, quand on fait un petit article, une petite tribune quelque part, on voit que dans les 2 premières réponses, les 2 premiers commentaires, en général, sont systématiquement mis ou par l'industrie pharmaceutique ou par des gens qui pensent le contraire, sous forme de commentaires qui a l'air à peu près gentils, mais comme ils sont homogènes et ils sont pas très bons d'ailleurs pour la communication, la contre-communication, ils sont pas très très bons, mais bon, on voit bien que c'est évidemment, ça peut être pollué aussi par les gens qui veulent gagner de l'argent, je veux dire. Bon, quand on voit, par exemple, que la chimiothérapie, on parlait de ça tout à l'heure, la chimiothérapie est démolie par des monceaux de gens, alors que quand même, en 1985, on guérissait 50% des cancers de l'adulte et 80% des cancers de l'enfant grâce à la chimiothérapie, à la radiothérapie, à la chirurgie. Faut arrêter de dire que c'est pas vrai. Alors évidemment, si on leur donne plus, ça ne va plus être vrai. Mais pourquoi ils font ça? C'est pas pour protéger le pauvre patient cancéreux, c'est parce qu'il faut bien arriver à faire admettre aux patients que c'est formidable, les innovations qui coûtent des milliers d'euros. Je veux dire, on va vous remplacer un traitement qui marchait sur 80% des enfants ou sur 50% des adultes qui coûtait peut-être 500 euros, on va dire, par mois, par un espèce de médicament qui est encore en essai thérapeutique mais remboursé par la sécurité sociale. Mais qui est miraculeux. Et qui coûte 6 000, 10 000 euros par mois. C'est pas supportable. Et ça, c'est quand même une espèce d'intoxication sur Internet. Moi, je vois bien tout le temps, j'ai ces questions-là, mais la chimio, ça sert à rien, etc. C'est pas vrai. Je veux dire, je suis désolée, j'ai pas de bénéfice dans la chimio, j'ai pas de bénéfice sur quoi que ce soit. Ça sauve des vies. Je dis pas que c'est miraculeux. C'est vrai qu'on perd les cheveux, qu'on a mal à l'estomac, etc. Mais ça sauve des vies. Il faut arrêter. Et il n'y a rien à la place pour l'instant. Et les fameuses molécules innovantes, elles sont non seulement extrêmement chères, mais elles sont aussi quand même dangereuses. Les gens, ça guérit pas les cancers. Des fois, ça les stabilise, c'est vrai. Mais sitôt qu'ils les arrêtent, ça reflambe. D'ailleurs, on vous parle de plus en plus de cancers foudroyants. Vous avez entendu ça. Et d'ailleurs, justement, sur Internet, tout à l'heure, on parlait justement de ces fameuses méthodes alternatives qui sont, qui se répandent sur Internet à base de tout ce qu'on veut et on n'arrive pas à savoir la réalité. Donc c'est quand même difficile pour l'instant l'information sur Internet, y compris quand on est professionnel de santé, y compris quand même quand on fait 40 ans qu'on est là-dedans. Moi, souvent, on me demande qu'est-ce que vous en pensez, et souvent je dis je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on pourra avoir des successeurs? Dans la mesure où la bureaucratie impose son pouvoir absolu, nous ne pouvons pas avoir de successeurs, parce que si nous avons des successeurs, ils sont éliminés. Ils n'ont plus le droit de travailler. Donc le problème de la liberté se pose au premier chef. Quant à l'intoxication par Internet, il y a un moyen simple de savoir les informations qui sont douteuses ou pas, c'est est-ce qu'on va vous demander des sous ou pas. À partir du moment où on vous propose une thérapeutique miracle et qu'elle est coûteuse, méfiez-vous beaucoup, il y a de grandes chances que ce soit les vieux remèdes du Far West, ça n'a pas changé. Ces fameuses molécules innovantes qui coûtent 2 milliards d'euros par an à notre sécurité sociale, alors que ce ne sont pas des traitements mais des essais thérapeutiques, ce qui n'est pas la mission de la sécurité sociale, qu'ils arrivent à vendre cela 150 fois le prix de l'or au gramme. 150 fois. Ils ont vraiment créé la mine d'or. La pierre philosophale. Voilà. Transformer le baratin en or. Et une dernière question, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à vos confrères qui souhaitent rentrer en résistance? Oh bah oui, il faut bien vivre dans la vie avec ses convictions et ne pas avoir peur de la hiérarchie, peur de tout ce qui peut arriver. Je crois que plus on a fait le serment d'Hippocrate, il y en a beaucoup qui ont une vocation. Quand même, on voit bien sur Internet, dans les sites de médecins, il y a quand même beaucoup de gens qui ont une vocation, qui suivent leur instinct sans avoir peur, et puis bon, ils vont résister. S'ils ont un contrôle de sécu de plus et qu'ils se disputent avec le médecin conseil, c'est pas très grave. Je crois qu'il faut qu'ils relativisent aussi le fait de s'opposer à la hiérarchie. Bon, bien sûr, s'ils sont à l'hôpital, ils seront peut-être pas professeurs, ils seront que titulaires, et puis éventuellement ils auront à s'installer en ville. Mais s'ils font bien leur métier en fonction de leurs convictions, s'ils travaillent dans la littérature et pas en fonction des recommandations imposées, etc.,
ils seront tellement mieux dans leur peau qu'ils vivront une vie beaucoup plus agréable. Il ne faut pas qu'ils aient peur, surtout qu'ils n'aient pas peur. Oui, j'ajouterais qu'effectivement, on a quand même réussi à travailler jusqu'à chacun d'entre nous, jusqu'à un âge avancé, dirons-nous. Absolument, et puis en étant heureux. Et en étant heureux. Et lorsque je vois nos amis qui étaient dans la même génération, promotion, qui étaient parfois un petit peu derrière nous, au point de vue note, qui ont tous été nommés professeurs, lorsqu'on les croisait dans les cours des hôpitaux, c'était des vieilles pommes ridées. Ils courbaient la tête spontanément. Ils étaient professeurs, mais véritablement, leur visage reflétait toute la tristesse du monde. Et oui, parce que quand on se les lèche les bottes toute l'année, on est malheureux. Et on a des courbatures. Et on a des courbatures. Et c'est vrai qu'il y a des professeurs de faculté. Mon patron, malheureusement disparu, avait créé une jolie pièce de théâtre là-dessus, dont je vous ai peut-être déjà raconté, où il racontait comment des vieux patrons à la retraite et tout de 80-85 ans concouraient encore pour être nommés à l'Académie de médecine et avoir un tabouret à l'Académie de médecine, parce que c'était un peu comme à la cour de Louis XIV, apparemment, il y a les tabourets, les chaises, enfin, il y a les grades aussi. Et à 80-85 ans, ils étaient encore en train de concourir. Comment voulez-vous vivre décontracté? Donc vivez bien, faites votre vocation et vous serez heureux. Non. Et il faut toujours se battre, car les seuls combats qu'on perd à coup sûr, c'est ceux qu'on ne livre pas. Et après, on supporte toute sa vie le fait d'avoir été vaincu. Oui, il faut surtout pas se laisser faire, parce que sinon on se flingue.